Chères toutes et tous, ce n'est pas sans je ne sais pas trop quoi que je m'apprête à parler d'espace vectoriel euclidien et de reparler à cette occasion du problème du changement de base dans ce cas précis. La structure euclidienne d'un espace vectoriel, c'est une façon bien particulière d'introduire la notion de longueur d'un vecteur, qui est absente de la définition d'un espace vectoriel, et de l'introduire d'une façon compatible avec la géométrie d'Euclide, qui date du IIIe siècle avant notre ère. Elle permet donc de faire de la géométrie, euclidienne en l'occurrence. Bon, pendant 1000 ou 2000 ans, c'était la seule disponible, mais depuis, des tas d'autres géométries sont apparues, hyperboliques, conformes, riemanniennes, finsleriennes, minkowskiennes. Bon, c'est une autre histoire. Il se trouve que, comme les changements de base dans les espaces vectoriels euclidiens sont particulièrement faciles, elles jouent un rôle important au traitement du signal et finalement dans toutes les maths et la physique, avec sa version de dimension infinie et sa version complexe, que sont les espaces de Hilbert. Alors, pour bien faire, il faudrait, à vrai dire, partir des axiomes d'Euclide, vous voyez ici son écriture, et montrer que pour les satisfaire, la longueur d'un vecteur doit être définie de telle ou telle façon. Mais pour une fois, je vais faire comme malheureusement la quasi-totalité de mes collègues, et laisser mes scrupules de côté et dire directement quelle est cette façon, sans autrement la justifier ou la motiver. Donc on commence par introduire sur un espace vectoriel réel un nouveau type de produit. C'est un produit de deux vecteurs et le résultat est un nombre réel. Ce produit, on l'appellera produit scalaire car le résultat est un scalaire, un nombre quoi. Ce produit, on demande à ce qu'il soit commutatif, on dit ici qu'il est symétrique, à ce qu'il soit distributif par rapport à l'addition de vecteurs et qu'il soit compatible avec la multiplication par un réel lambda. Donc on résume ça en disant qu'il est bilinéaire, ce qui est tout à fait raisonnable. On demande enfin à ce qu'il soit positif et défini, c'est-à-dire que x, produit scalaire avec lui-même, soit positif et nul seulement si x est le vecteur nul. Un espace vectoriel euclidien est alors un couple formé d'un espace vectoriel sur R, de dimension finie, et d'un produit scalaire sur cet espace vectoriel. Et la longueur, alors, justement, une fois qu'on a un produit scalaire, on peut définir la longueur, on dit plutôt norme, d'un vecteur x, qui est la racine carrée de x scalaire x. Deux petites remarques. On suppose, dans la définition d'un produit scalaire, la distributivité à gauche et l'associativité à gauche avec le produit par lambda, mais ça marche aussi à droite automatiquement grâce à la symétrie. Autrement dit, symétrique et linéaire par rapport à x implique aussi linéaire par rapport à y. Ensuite, les propriétés du produit scalaire impliquent ce qui correspond aux identités remarquables qu'on connaît bien. Donc pour x plus y scalaire x plus y, et puis x plus y scalaire x moins y, et je vous laisse écrire celle qui correspond à x moins y scalaire x moins y. Enfin, un exemple, toujours des exemples, c'est le cas de Rn avec son produit scalaire dit usuel. Un des grands succès de la structure euclidienne, c'est une inégalité prouvée au XIXe siècle seulement par Cauchy, Schwarz et Bunyakovsky, ce dernier étant le grand oublié de l'affaire évidemment, mais le premier fut Cauchy pour la version que je présente. Donc cette inégalité nous dit que le produit scalaire de x et de y est inférieur en valeur absolue au produit des normes de x et de y, et qu'il y a égalité si et seulement si x et y sont collinéaires. La preuve tient en quelques lignes. L'identité remarquable précédente implique que la norme de x plus lambda y est un polynôme du second degré en lambda, dont j'ai écrit ici les coefficients a, b et c. Comme ce polynôme ne prend que des valeurs positives, son discriminant est négatif. Et la négativité de ce discriminant, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il y a égalité dans l'inégalité si et seulement si le discriminant est nul, c'est-à-dire si le polynôme s'annule quelque part, c'est-à-dire s'il existe un lambda tel que x plus lambda y égale 0, c'est-à-dire si x et y sont collinéaires. Dans le cas de Rn muni de son produit scalaire usuel, ça donne ceci, qui est la version prouvée par Cauchy dans son cours de l'école polytechnique en 1821.
De la notion de produit scalaire, on en déduit donc la notion de longueur. Mais on en déduit aussi la notion d'orthogonalité. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. On en déduit aussi la notion d'angle de deux vecteurs. Alors c'est un angle non orienté, c'est-à-dire qu'il est symétrique en x et y. L'ordre ne compte pas. Et il est défini comme l'unique θ compris entre 0 et π, dont le cosinus est égal au produit scalaire divisé par le produit des normes. Pour que ça soit défini, évidemment, il faut que x et y soient non nuls, donc que leurs normes soient non nulles. Mais si c'est le cas, l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous garantit que ce quotient est compris entre moins 1 et 1, et donc il est le cosinus d'un unique angle compris entre 0 et π. Et puis, avec le produit scalaire, on a alors la notion de famille orthonormée de vecteurs, qui s'écrit de façon très concise avec le symbole de Kronecker, et qui est une famille de vecteurs, tous de norme 1 et 2 à 2 orthogonaux. Notons qu'une famille orthonormée est nécessairement libre. Nous allons le démontrer dans 48 secondes environ. Une base orthonormée, c'est une base qui est aussi une famille orthonormée. Et notons enfin que la base canonique de Rn est orthonormée pour le produit scalaire usuel. On a donc un exemple de base orthonormée. Le côté pratique des bases orthonormées, c'est que si x est un vecteur quelconque, alors les coordonnées de x dans cette base, ce sont les produits scalaires de x avec chacun des vecteurs de la base. De plus, la norme de x au carré est la somme des carrés des coordonnées. Et en plus, si B et B' sont deux bases orthonormées, alors l'inverse de la matrice MBB' n'est autre que sa transposée. Il suffit d'échanger les lignes et les colonnes pour calculer l'inverse. Alors, la preuve de ces affirmations est extrêmement facile. D'abord, les coordonnées de x dans la base B. On écrit x comme combinaison linéaire des UI. Les coefficients sont les coordonnées de x dans la base. Puis, on prend le produit scalaire de cette égalité par le vecteur EI. À gauche, ça donne x scalaire EI. À droite, une somme de termes. On utilise la linéarité du produit scalaire, dont un seul est non nul, celui d'indice i. Puisque les vecteurs de la base sont 2 à 2 orthogonaux, et on obtient donc lambda i égale x scalaire EI. Remarquons que le même raisonnement montre que si une combinaison linéaire d'une famille orthonormée est nulle, alors les coefficients sont nuls, c'est-à-dire qu'une famille orthonormée est libre. Pour la norme de x au carré, on écrit x selon la base EI, on développe le produit scalaire par bilinéarité, ce qui donne une somme double, puis une somme simple, parce qu'en fait, la famille est orthonormée. On remplace ensuite la ième coordonnée lambda i par ce qu'elle vaut, c'est-à-dire x scalaire EI, et le tour est joué. Pour ce qui concerne les matrices de passage, MBB' est, comme chacun sait, ou en tout cas devrait savoir, la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Donc le coefficient AIJ, c'est la coordonnée selon EI du vecteur E'J, c'est-à-dire le produit scalaire EI scalaire E'J. C'est kiff-kiff avec MB', sauf que le prime change de place, et il est clair que les deux matrices qu'on a écrites sont transposées l'une de l'autre par symétrie du produit scalaire. Ce qui est bien avec les bases orthonormées, c'est qu'elles existent. On l'a vu pour Rn, mais c'est vrai pour tout espace vectoriel euclidien. Plus précisément, si on se donne une famille libre quelconque, eh bien, on peut la modifier pour obtenir une famille orthonormée de façon à ce que, premièrement, pour tout i, les i premiers vecteurs de la nouvelle famille engendrent le même sous-espace vectoriel que les i premiers vecteurs de l'ancienne famille, et en plus que les vecteurs des deux familles pointent plus ou moins dans la même direction, au sens où leur produit scalaire est strictement positif. Bon, c'est facile à prouver, on le fera en cours, et même il y a unicité de la nouvelle famille vérifiant ses propriétés. Notons que si la famille de départ était une base, la famille orthonormée qu'on a construite sera
une base également, puisqu'elle est libre, puisqu'orthonormée, et le nombre de vecteurs étant égal à la dimension, on aura donc une famille génératrice et donc une base orthonormée de mon espace vectoriel. Pour finir, un petit exercice. Je me donne dans un espace vectoriel euclidien deux vecteurs x et y et le parallélogramme dont x et y sont les côtés. Alors, montrer que celui-ci est un losange, c'est-à-dire que ses côtés sont égaux, si et seulement si les diagonales de ce parallélogramme sont orthogonales. Comme indice, pensez aux vecteurs x plus y et x moins y.